Bien, je crois qu'il est l'heure de ce premier conseil municipal de l'année 2019. Donc on va démarrer par l'ordre du jour, après avoir excusé Schulz Virginie qui est en maladie, Andrieux Marie-Ange qui m'a donné procuration, et Bertrand Nadine qui a donné procuration à Jean-Marie Reiter. Salut Olivier. Au premier point de l'ordre du jour, l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 novembre 2018. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce compte-rendu? Pas de remarques. D'accord pour l'approuver. Merci. Quelques communications. Salut Philippe. En ce qui concerne le très haut débit, donc le déploiement est en cours. Certains ont déjà été raccordés, d'autres attendent encore. Ça devrait se faire dans les semaines qui viennent. Le 18 décembre dernier, suite à une délibération du conseil municipal, on a été audité pour obtenir le label communal Commune Nature. On a également réceptionné une lettre de remerciement pour la subvention qu'on a versée à la Fondation du patrimoine. Donc avant les fêtes, on a réussi également avec Orange, en ayant trouvé un interlocuteur à Orange, à faire refaire la chambre France Télécom Orange qui est sous la porte de Sierre, qui a été enfin réparée. Ça faisait du bruit depuis un certain nombre d'années. Et donc tout le cadre a été changé et depuis donc c'est satisfaisant. On a reçu comme tous les ans la lettre de l'INSEE nous donnant la population légale à côté du 1er janvier 2019. Donc la population totale s'élève à 1234 habitants, contre 1196 au 1er janvier 2018 et 1240 lors du recensement. Donc le chiffre officiel qui va entre lignes de compte pour le calcul de la DGF est de 1234 habitants. Je voudrais faire deux appels à candidature en ce qui concerne le syndicat des eaux. Donc on cherche des releveurs de compteurs à Rodemack et à Mondorf, ceux jeunes qui pourraient être intéressés. C'est à relever tous les 4 mois. Et puis également un remplacement temporaire de la secrétaire du syndicat des eaux qui est actuellement en longue maladie. Donc ces deux appels à candidature apparaîtront donc dans le compte rendu du conseil municipal si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé par l'un ou par l'autre. Ils déposent leur candidature en mairie, au président du syndicat. Une information que je donne chaque année, donc ce qui explique aussi une des propositions que je vais vous faire tout à l'heure. L'an dernier, on a instruit au niveau de la mairie 24 déclarations de travaux et 35 permis de construire. Donc c'est un travail qui débute au moment du dépôt des pièces en mairie, des pièces complémentaires, de l'instruction en CatNom, du retour en mairie, etc. etc. Donc c'est un travail important tout au long de l'année. En ce qui concerne le logement du presbytère, il est actuellement disponible. La famille Al-Rajé, la famille syrienne, est partie le 3 ou le 4 décembre dernier. J'ai écrit donc à la préfecture, enfin envoyé un mail à la préfecture pour dire que le logement était disponible, mais s'il y a d'autres demandes hors réfugiés qui se fait jour, que les personnes viennent en mairie, on les renseignera sur le prix des loyers, etc., etc. À la demande d'un certain nombre de parents, ils me demandent de rappeler les horaires et les arrêts de bus pour les lycéens, les lignes qui vont à Thionville, car il s'avère qu'une des lignes, celle de 6h40, le bus est aux 3 quarts vide et les enfants s'entassent sur les 2 bus suivants, qui sont plus tard effectivement. Bon, donc je vous rappelle qu'il y a une ligne qui fait Putelange-Thionville qui s'arrête à 6h40 à La Fontaine,
l'arrêt officiel c'est La Fontaine, mais à l'abribus, donc à la porte de Sierck. La ligne LR 110 Putelanger-Thionville, donc Rodemack, abribus 6h40. Il y a une autre ligne Haute-Rengen-Thionville, qui est au lotissement rue Christophe Ier de Bade à 7h04 et à La Chapelle à 7h08. Et une ligne 110 régulière à destination Thionville qui s'arrête à La Chapelle à 6h58. Donc il y a 3 bus qui vont sur Thionville les matins. C'est le premier qui s'arrête à Folbach après? Alors le premier, oui, il passe à Folbach à 7h10, à Zemin à 7h12, et ensuite il file sur Fixem et Thionville-la-Routière. Le premier s'arrête, non, le premier va sur Évange, celui de 6h40, il va sur Évange, Bollère, Boust. Donc il fait Brest-Prof, Évange. Non, il passe par Folbach. Il passe à Folbach, mais je ne vois pas d'arrêt Folbach. Non, lui, il ne fait pas d'arrêt, c'est le... Celui de 6h40, je ne vois pas d'arrêt à Folbach. Hein. Je vois Rodemack-Fontaine, Évange Centre, Bollère-Pont, Boust, Thionville. Celui qui vient de Haute-Rengen, Rodemack Lotissement, Rodemack Chapelle, Rodemack Gendarmerie, Rodemack Folbach, 7h10. Celui-là, il passe à Folbach. Le deuxième, celui de 7h. Il est à 7h10 à Folbach. Et le troisième, il file directement sur Thionville à 6h58. Il est direct pour Thionville. Voilà, donc on mettra les horaires de 23 vues. Comme ça sera un rappel. Et donc on a eu le coût définitif de l'aménagement qualitatif et de sécurité à Ézin pour la place des métairies. Alors pour la place, il y en a pour 118 011,81 €, soit 141 614,17 TTC, auquel se rajoute le bassin de rétention pour 18 734,22, soit 22 480,06. Donc le total pour la part communale s'élève à 164 095,23 TTC. 164 000. Auquel se rajoute 3 478,99 divers, appels d'offres, détection des réseaux. Donc pour un total de 167 574,22 TTC, auquel il faudra retrancher bien sûr le remboursement de la TVA, pour près de 28 000 € et 25 000 € de subvention du département, sous un mi-terre. Et le coût global, si on y inclut les travaux de la CCCE, ça s'élève à 472 890,51. 472 890,51. Voilà pour les quelques communications. Rapport annuel d'activité 2017 de la CCCE. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais vous connaissez l'essentiel. Le président de la CCCE nous rappelle l'essentiel en introduction. L'année 2017 a notamment été marquée par la prise de compétence dans le cadre de la loi NOTRe, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une aire d'accueil dans notre communauté à Étanges-Grandes, qui a été reprise par la CCCE. Un nouvel accord local et un renouvellement partiel des instances et suite au décès de Gérard Thaïs, le maire de Brest-Prof, où le nombre de délégués par commune a changé, et la mise en place du dispositif Solid Dakar. En plus de ces projets, la communauté de communes a poursuivi son engagement quotidien dans le service et l'action pour le territoire, poursuit des actions de développement économique pour favoriser la création d'emplois, poursuit de son programme pluriannuel de travaux, poursuit de sa politique petite enfance et poursuit de son soutien aux associations sportives d'intérêt communautaire. Ce rapport sera envoyé à toutes les communes membres de notre PCI afin d'être présenté à l'ensemble des conseils municipaux. Le bureau communautaire
communautaire s'est réuni 12 fois en 2017 et a adopté 162 décisions, et le conseil communautaire s'est réuni 6 fois et a adopté une centaine de délibérations. Donc les commissions communautaires, vous les connaissez. L'organigramme, les employés, il y a 170 personnels qui travaillent, 110 femmes et 60 hommes. Les budgets, dans les grandes lignes, vous les connaissez, ils ont été donnés ici même. Le pacte financier et fiscal, donc la dotation de solidarité, on a touché en 2017 73 495. Le montant des concours pour la durée du mandat, 161 146. Et les charges transférées, ça n'a pas changé, 14 279. On va délibérer là-dessus tout à l'heure. Les marchés publics, le SIAU, donc pour l'instruction des permis. Donc il y a 1980 permis et autorisations diverses qui ont été accordées, instruites. La communication, le développement économique, les différentes manifestations qui ont été organisées sur le territoire communautaire, l'office de tourisme communautaire, la politique sociale avec Solidakar, donc c'est une nouveauté, c'est la communauté de communes, mais à disposition des véhicules qui ont été réparés et qui sont loués pour des travailleurs qui ont des difficultés de déplacement à prix modique. Est-ce que c'est utilisé? Oui, c'est utilisé. C'est très utilisé. La politique enfance, les déchetteries, la collecte du tri, les énergies renouvelables, l'espace info-énergie, l'assainissement, la réserve naturelle des Tanges Grandes, les différents travaux dans les communes, la politique culture patrimoine, vous connaissez tout ça, politique sport loisirs, voilà. Pourquoi le décalage d'un an à 2017? Ben, je pense que les services... Il leur faut un an pour faire un rapport d'activité. ben, je ne sais pas, au niveau de la transmission. Parce que c'est une info. Hein. Si quelqu'un veut le consulter, hein, la mairie, le consultable, prend juste acte de la présentation. Hein. Alors, le point numéro 4, approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées CLET portant sur le transfert des charges de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. De quoi s'agit-il? Je vous fais d'abord faire part du courrier qu'on a reçu. Le 28 novembre 2018, la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est prononcée sur le transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, en actant qu'aucun transfert de charges à l'encontre des communes membres. Conformément à l'alinéa 7 de l'article 1609 du Code général des collectivités territoriales, le rapport de la CLEP doit être approuvé par les communes par délibération concordante à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa de l'article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Vous trouverez donc ci-joint le procès-verbal de la dernière CLEP réunie le 28 novembre 2018 et vous remercie de bien vouloir soumettre ce point à votre conseil municipal. Cette délibération doit être prise dans un délai de 3 mois à compter de ma transmission. Donc ça a été transmis le 5 décembre. Alors,
Donc on a transféré cette compétence qui avait été transférée d'abord au 1er janvier 2018 d'office, c'était un transfert obligatoire par la loi NOTRe. Ensuite, la loi a été modifiée en ce sens que c'est devenu facultatif, mais la communauté de communes et les communes adhérentes de la communauté ont décidé de ce transfert qui a donc pris effet à compter de la décision. De là, il fallait calculer le transfert de charge pour respecter la loi. Et donc, je vous rappelle que nous, communes, nous payions antérieurement 29 208,40 € par an pour utiliser les réseaux d'eau pluviale sous VICC. Là, le transfert de charge concerne les voiries d'intérêt communautaire et les voiries d'intérêt communal. Alors que la première mouture, c'était que les voiries communautaires. Mais la compétence inclut tous les réseaux sous voirie. Donc l'entretien de ces voiries par un forfait s'élevait à 7 120 €. Ce qui fait que notre part à verser à la CCCE passait de 29 000 à 37 396 €. Pour certaines communes, l'augmentation était beaucoup plus conséquente. Par exemple, je prends le cas de la commune de Volmerange-les-Mines, qui antérieurement avait une participation de 3 628 €, parce que la part VICC, VIC était moindre. Eux passaient de 3 628 à 130 312 €. Donc vous vous rendez bien compte que ce transfert de charge, financièrement pour les communes, n'était pas possible. D'autant plus qu'il y avait d'autres, je prends l'exemple, moi j'en ai parlé au président Paquet, lorsque la participation de la communauté pour l'entretien des espaces verts et des plantations avait nettement diminué, il m'avait dit qu'il ferait un effort au moment de ce transfert de charge. L'effort sous-entendu, la communauté est susceptible de vous faire cadeau, entre guillemets, d'une part de ce transfert de charge. Au vu de ce bilan, il a été décidé que la communauté ne demanderait pas de transfert de charge en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales urbaines. C'est-à-dire qu'aucune commune ne va verser 1 centime d'euro, 1 € à la communauté de commune pour ce transfert de charge. Donc c'est légal. Simplement, il faut que toutes les communes délibèrent de la même façon, ce qui ne devrait pas poser de problème, puisque toutes les communes sont largement bénéficiaires. Donc la délibération est la suivante. Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, portant sur le transfert de charges de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Vu la délibération numéro 6 du Conseil communautaire en date du 25 septembre 2018, approuvant le transfert à la communauté de communes de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Considérant la réunion de la CLET en date du 28 novembre 2018 relative au transfert de charge de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, actant qu'aucun transfert de charge n'a été retenu par la CLET. Conformément à l'article 1609 du Code général des impôts, il appartient aux conseils municipaux d'approuver le rapport, donc ça j'ai déjà lu le courrier. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le rapport si annexé de la CLET du 28 novembre 2018 portant sur le transfert de charge de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Donc ça veut dire que dans le budget 2019, on économise 29 000 €, près de 30 000 € et peut-être même plus en transfert de charge. Et donc, on le verra dans la délibération suivante, en ce qui nous concerne, le montant ne change pas. Donc il nous faut approuver le rapport de la CLET et il nous faut approuver approbation des attributions de compensation 2018 suite à l'intégration du transfert de charge de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines et à l'actualisation des données. Vu la délibération numéro 6 du Conseil communautaire en date du 25 septembre 2018 approuvant le transfert à la CCCE de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, vu la délibération numéro 22 du Conseil communautaire en date du 4 décembre 2018 approuvant les nouvelles attributions de compensation pour l'année 2018 comme proposées par la commission locale d'évaluation des charges transférées.
vu le procès-verbal de la CLED en date du 28 novembre 2018, procédant à la révision des attributions de compensation appliquées aux communes membres, suivant le tableau ci-dessous. Donc il y a toutes les communes, et Rodemack, donc ça reste à 14 279 €. Considérant que les nouvelles attributions de compensation doivent être adoptées par délibération concordante par le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et par chaque conseil municipal intéressé à la majorité simple, conformément à l'article 163 de la loi de finances 2016. Il est donc demandé au conseil municipal d'acter la proposition de la CLED de ne pas retenir le transfert de charge dans le cadre de la compétence eau pluviale urbaine. Voilà. Donc je pense que ça ne pose aucun problème. Ça va peut-être poser un problème budgétaire dans le cas d'application de ce transfert de charge. Alors, pour la communauté de communes, ça fait quand même un manque à gagner de 991 420 €. Qui n'est pas du tout là. Que nous, communes, ont payé. Nous, communes, ont payé. Voilà. On est d'accord pour approuver ces deux délibérations. Alors, donc c'était la 4 et la 5. Remplacement occasionnel d'agents titulaires, accroissement temporaire d'activité. Donc on est, je vous rappelle un peu notre situation, depuis 2014 et la démission de Franck Zachor. On a une secrétaire de mairie, alors qu'on avait un poste et demi avant 2014, et que ça commence à être de plus en plus difficile par période de faire tout le travail en mairie. On ne rentrerait pas dans les détails, la comptabilité, il y a de plus en plus de mandats. C'est de plus en plus compliqué avec la trésorerie. Il y a des permis de construire, je vais donner les chiffres tout à l'heure. Et donc il y a des périodes où une seule secrétaire de mairie n'arrive pas à remplir toutes les fonctions, plus une particularité à Rodemack sur laquelle on ne va pas revenir, c'est que la mairie est ouverte 35 heures sur 35, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Il y a des heures de permanence. Donc ça, c'est un avantage pour les habitants, mais ça perturbe également le travail de la secrétaire qui n'arrive pas à se concentrer sur une longue durée. Et donc, j'ai recherché une délibération ancienne qui me permettait d'embaucher des renforts temporaires pour faire une action particulière, en dehors des remplacements pour arrêt maladie ou congé maternité. Et je vous demanderai de renouveler la même délibération au motif qu'elle a été prise en 2012 et qu'elle précisait qu'elle était valable, elle précisait d'autoriser le maire pour la durée de son mandat. Je considère que le mandat de 2012 se terminait en 2014, donc je vous demanderai l'autorisation de reprendre cette délibération à l'identique. Remplacement occasionnel d'agents titulaires, vu la loi du 13 juillet 83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 3, alinéa 1, agent de remplacement. Considérant que les besoins du service peuvent justifier l'urgence du remplacement d'agents territoriaux indisponibles ou du recrutement de personnel à titre occasionnel ou saisonnier, sur le rapport du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'autoriser le maire pour la durée de son mandat à recruter des agents non titulaires dans les conditions fixées par l'article 3, alinéa 1 de la loi du 26 janvier 84 précitée, pour remplacer des agents momentanément indisponibles ou pour un accroissement temporaire d'activité. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. Voilà. Je vous dirais que on a déjà un travail particulier à faire, c'est-à-dire que tous les échanges, tous les actes qu'on a fait ou qu'on a décidé ici au conseil municipal,
outre la rédaction des actes, il faut donc que ces actes passent au service des impôts, ensuite ils sont inscrits au livre foncier. C'est un travail particulier qui est constamment modifié, et rien que pour ça, il faudrait une personne qui s'occupe de ça en priorité dans les prochaines semaines, parce qu'on a laissé ça un petit peu en plan depuis 1 an. Voilà, les actes sont signés, mais ils n'ont pas été enregistrés. C'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je vous demande donc qu'on puisse délibérer là-dessus. Voilà. Donc là, il suffirait qu'Annie soit malade, et à ce moment-là, on est complètement dépourvu. Ce qui m'a également incité à vous proposer ces délibérations, et je vous en proposerai une autre au prochain conseil municipal, c'est que Virginie Schulz, au syndicat des eaux, est tombée malade, et elle est malade depuis le début du mois de novembre. Et j'ai dû demander à Nicole Sora, qui est à la retraite depuis 4 ans, de bien vouloir nous dépanner. Voilà. Ça, c'est la situation au quotidien. Donc, je voudrais qu'on prenne un petit peu des dispositions, au moins au niveau de la mairie, pour ne pas être obligé de fermer la mairie si un ministre tombait malade. Ok, tout le monde est d'accord? Alors, travaux de sécurisation de l'agence postale communale. Alors, de quoi il s'agit? Avec le centre PELT, on a sollicité un certain nombre de personnes ou d'organismes qui étaient susceptibles de nous sponsoriser. Et donc, le directeur de la Poste au niveau national est un ami de Jean-Marie Pelt, donc voilà, le centre Pelt l'a sollicité. Donc, ce courrier est redescendu dans les instances départementales, et un jour, j'ai été contacté par une responsable de la Poste au niveau local, Madame Hélène Favre-Monet, déléguée aux relations territoriales de Moselle du groupe La Poste, direction régionale à Metz. Donc elle est venue nous voir en mairie avec la présidente du centre Pelt. On a discuté, elle nous a fait savoir qu'elle n'était pas en capacité de sponsoriser qui que ce soit, mais elle nous a proposé donc d'utiliser les crédits que la Poste a en réserve pour sécuriser les agences postales communales. Et elle serait d'accord, après une visite du bâtiment, de sécuriser, de nous aider à sécuriser l'ensemble du bâtiment, et pas seulement le bureau de poste. Bon, le bureau de poste est bien beau, il a des barrières, il n'y a même pas d'alarme, il y a des renforts aux fenêtres, mais si quelqu'un rentre par une autre entrée du bâtiment, par une fenêtre, il est très vite dans le bureau de poste. Donc, suite à sa visite, elle m'a fait parvenir un courrier qui a été envoyé par M. Michael Weber, qui est donc le président de la commission départementale de présence postale territoriale de la Moselle et maire de Bœuflel et Sarreguemines. Donc, suite à sa demande, M. Weber m'a fait le courrier suivant: Monsieur le maire, suite à votre récent entretien avec Mme Hélène Favre-Monet, déléguée du groupe La Poste en Moselle, relative aux travaux de sécurisation et d'aménagement du local qui accueille votre agence postale communale La Poste à Romac, je tiens à vous préciser les éléments suivants. La commission départementale de présence postale territoriale de la Moselle, que j'ai l'honneur de présider, accompagne systématiquement les élus mosellans ayant une agence communale La Poste dans leurs travaux de sécurisation du bâtiment, portes sécurisées, baroudage, alarmes, etc. L'accompagnement financier par la Commission sur les investissements liés à la sûreté se fait à la hauteur maximum de 10 000 € sur l'ensemble des travaux engagés et sur présentation de factures. S'agissant des autres travaux d'aménagement, rafraîchissement, mais aussi accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, je souhaite vous préciser que la Commission pourra également vous soutenir, mais cette fois à hauteur de 50% du coût de l'opération dans une limite de 20 000 € maximum. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première proposition, qui veut dire ceci: la Poste est en capacité de mettre 10 000 € à disposition, de nous rembourser à 100% sur présentation de factures de sécurisation du bâtiment. Donc, juste à 10 000 €,
on est remboursé à 100%. Donc en fonction de ça, on va demander des devis, mais d'ores et déjà, je vous demanderai de bien vouloir approuver cette dépense, qui nous permettrait donc de l'inscrire au budget primitif au mois de mars, à raison de 10 000 € en dépenses et 10 000 € en recettes. Tout simplement. Donc c'est une opération blanche qui va nous permettre de sécuriser tout le bâtiment et donc de sécuriser non seulement ce qu'il y a dans l'agence postale communale, c'est-à-dire dans une pièce, mais également tout ce qui se trouve actuellement dans ce bâtiment. Voilà, donc première décision, donc s'il en est d'accord, le maire, je serai chargé de faire des devis pour demander des devis à différentes entreprises pour faire du baronnage aux fenêtres, pour sécuriser les portes principalement à l'arrière du bâtiment et également pour réparer l'alarme qui avait été mise en place par le centre Pell et qui ne fonctionne plus. Voilà. Et bien sûr dans la limite de 10 000 €. Et on inscrirait 10 000 € en recettes et 10 000 € en dépenses lors de l'élaboration du budget primitif 2019. On est d'accord? Oui. Acquisition de terrain route de Thionville. Je vais vous donner passer quelques photocopies. Alors, comme vous le savez, puisqu'il y a une réunion à la CCCE, je crois, dans 3 jours, la communauté de communes va réaliser les travaux de trottoirs sécurisés, etc., route de Thionville au cours de l'année 2019. C'est inscrit à son programme. Donc, c'est une BICC de la chapelle jusqu'au panneau d'agglomération, de sortie d'agglomération. Et depuis un certain temps, suite à des problèmes que la communauté de communes a subis dans différentes communes avec des particuliers, lorsqu'ils font maintenant des travaux d'aménagement, au même moment où le bureau d'études, le paysagiste réalise les plans, ils prennent le cadastre et superposent les deux plans. Et en superposant le plan pour la route de Thionville, il s'avère que le propriétaire du moulin, monsieur Simoka, il s'avère qu'actuellement, même sans tenir compte des aménagements qui seraient faits, il s'avère que 2 bouts de son terrain, 2 points de son terrain font partie de la route départementale. Donc la route départementale actuelle, je ne parle même pas des futurs travaux, la route départementale actuelle serait sur les terrains, sur 2 points de terrain de M. Simoka. Donc je vais vous passer les plans. Comment ça se fait? Personne ne sait. Moi, en tous les cas, moi je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. À quel moment cette route a été aménagée de cette façon-là? Alors, par tout état de cause, la communauté de communes ne fait plus les travaux si le problème du foncier n'est pas réglé. Ils ont, dans différentes communes, il y a quelques années encore, la communauté de communes faisait les travaux malgré tout, et ensuite ils se retrouvaient au tribunal par les riverains. Il y en a 2, hein, la parcelle 48 et la parcelle 49. Donc, pour vous repérer sur la parcelle, vous prenez la parcelle 49, il y a un tout petit bout près du pont, à l'extrémité gauche, vous avez le pont, et
juste à côté, vous avez une toute petite pointe qui touche la route départementale. 48. Oui, la 48, oui, on voit mieux, oui. Oui. Vous avez une pointe de 16,06 mètres carrés. Voilà. Tenez pas compte du trait bleu. Hein. Le trait bleu, c'est ce que la communauté de communes souhaiterait qu'on fasse l'acquisition. Hein. C'est le trait. Voilà. Et ensuite, un peu plus bas, vous avez également une pointe un peu plus importante qui se retrouve sur la route départementale. Donc les tracés que vous voyez, c'est le tracé de la route actuelle. Voilà. Suite à ça, la communauté de communes souhaiterait qu'on fasse l'acquisition de 16,16 mètres carrés et de 116 mètres carrés. Parce que bien sûr, c'est une route départementale, mais le département ne fait pas d'acquisition et la communauté de communes non plus. Donc si la commune veut que ces travaux se réalisent, il faut qu'on trouve un compromis avec le propriétaire pour faire l'acquisition de ces tout petits bouts, après avoir avec la communauté de communes s'ils ont besoin de 116 mètres carrés, parce que l'acquisition qu'ils nous demandent de faire, c'est la butte. Hein. On n'a peut-être pas l'intérêt non plus d'acquérir la butte, pourquoi faire hein. Faut peut-être uniquement faire l'acquisition de l'aménagement futur, s'il y a un aménagement de ce côté-là. Voilà. Tout le monde voit bien sur les plans? Oui. Voilà, donc la délibération que je vous propose ce soir, hein, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à faire l'acquisition de 2 parcelles route de Thionville à distraire des parcelles 48 et 49 section 4, parcelles qui empiètent sur la voirie de la route de Thionville. Cette acquisition est nécessaire pour réaliser l'aménagement de la route de Thionville par la CCCE au titre des BICC pour 2019. Donc j'ai pris un premier contact avec le propriétaire, il viendra à la réunion, une réunion de la communauté, il demandera un rendez-vous avec la communauté pour en discuter avec eux, voir les incidences que ça peut avoir sur sa propriété. Il a un bout de route qui lui appartient. Un bon bout et un tout petit. Donc, ne me demandez pas comment ça se fait, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est une réalité. C'est une réalité, ça a été confirmé par le géomètre. Ça vient de l'extrait du levé du géomètre qui a été fait. Alors, si le propriétaire accepte dans les prochaines semaines donc, de nous céder ça, il doit nous signer les documents, il doit me signer les 2 documents là, et ensuite la communauté de communes fait intervenir le géomètre pour faire le procès verbal d'arpentage. Donc la communauté de communes prend en charge l'arpentage et nous il faudra qu'on prenne en charge l'acquisition, le coût du terrain. Voilà. D'autres explications? Oui, enfin, pour le propriétaire, ça ne va rien changer techniquement, sauf qu'il est propriétaire et que pour régulariser, on va se mettre en conformité. Voilà, exactement comme pour le rond-point qui a été fait chez Herpel, Gros, voilà, avec c'était la famille Château. Oui, du Château, du gouvernement. Bon, il ne devrait pas refuser, c'est sûr que si on achetait la totalité de la parcelle, ça ne l'intéresserait peut-être pas parce que ça le ferait reculer peut-être sa limite ou... Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la partie voirie et peut-être une partie bordure. À mettre à côté, quoi. À mettre, quoi. Voilà. Que les piétons soient sur le domaine public. Moi, j'ai même l'intention de demander à la communauté pourquoi ils font un 116 mètres carrés, il n'y a pas besoin Parce d'acheter qu'ils prennent en compte toute la toute la butte. La butte ne nous intéresse pas. La butte, oui, à la limite. Peut-être qu'il doit Ah, travailler. s'il doit
travail. Ah, Il peut-être. va travailler pour pas que la Peut-être, terre retombe dessus, et s'il n'appartient pas, c'est pas très. Là, ils n'appuient pas tout sur le terrain, sur la partie. Donc on en saura plus Faut le sécuriser. on en saura plus le 23, hein, puisqu'il y a une réunion à la communauté. Vous avez tous eu l'invitation. La délibération de ce soir consiste simplement que vous m'autorisiez donc à voir avec le propriétaire comment on peut faire ça et qu'est-ce qu'il est prêt à céder, et ensuite le géomètre interviendra aux frais de la communauté pour faire l'arpentage exact. Donc il crée un arrêt de bus dans le sens du dommage. Alors là, ça c'est à discuter aussi, d'après les quelques explications que j'ai, mais on en saura davantage après-demain. Actuellement, les arrêts de bus ne peuvent plus être face à face. Ils doivent être décalés. Parce que les bus restent, il y a un quai qui est fait pour les handicapés, et le bus doit stationner sur la route. Il n'y a plus les évitements de bus comme il y a quelques années. Donc ce qui suppose que là, comme les bus s'arrêtaient actuellement, face à face, ils ne peuvent plus, il faut qu'ils soient décalés. Donc si on conserve l'arrêt de bus tel qu'il est actuellement devant l'arrêt de bus, ce qui semble logique, il faut décaler le deuxième vers chez moi. Il faut qu'on trouve l'espace près de la famille Simoca pour... l'arrêt de bus, c'est juste un trottoir. Hein, c'est pas... Après son entrée. Après son entrée, oui. Parce que là, d'après les plans que j'ai vus, ça serait d'après son entrée. Alors, on passe au point suivant. Convention de mise à disposition de biens immobiliers, convention d'occupation précaire pour la maison Stahl. Alors, qu'est-ce qui motive cette délibération? Jusqu'à maintenant, depuis l'acquisition de la maison Stahl par le PFL, à ma demande, le PFL avait signé des baux précaires avec les deux locataires actuels, la brasserie et Olivier Fressancourt. Et donc c'est le PFL qui encaissait les loyers, qui payait les assurances, etc., les impôts fonciers, tout ce qui allait avec. Et c'est le PFL qui tient notre compte dans leur service, acquisition du bien, dépenses d'assurance, d'impôts et recettes d'un côté. Et au moment où on achètera le bien, ils feront le décompte de tout ça, les plus, les moins, et on payera ce qu'on leur doit. Sauf que la politique de l'EPFL a changé. La personne qui s'occupe également de cette partie-là, l'EPFL, a changé. Et se posait un problème, puisque jusqu'à maintenant, la maison Stahl qui avait les deux locataires et des tierces personnes n'avaient pas l'utilité d'entrer dans le bâtiment, sauf qu'à partir du moment où on aura choisi notre architecte, donc ça sera au prochain conseil municipal, l'architecte et puis d'autres personnes seront amenées régulièrement à entrer dans ce bâtiment pour faire leur travail d'abord. Et donc ça posait un problème à l'EPFL parce qu'en tant que propriétaire, ils auraient souhaité, mais ils ont bien très vite compris que ce n'était pas possible, ils auraient souhaité qu'on demande l'autorisation aux propriétaires à chaque fois que quelqu'un accède au bâtiment. Donc ce qui est dans la pratique au quotidien est quasiment pas possible. Donc tout ça mis bout à bout, c'est qu'ils nous ont fait une proposition lors d'une réunion, en fin d'année dernière, à savoir qu'ils nous proposent de signer une convention avec eux pour une mise à disposition des biens, en l'occurrence la maison Stark, et la mise à disposition serait gratuite. Et la contrepartie serait que nous, on encaisse les loyers et qu'on paye bien sûr l'assurance. Donc la convention est libellée, elle serait signée entre le PFL et son directeur général, M. Toubiol, pour Tamousson. La commune de Rodemack, représentée par son maire, a ouvert une délibération aujourd'hui. En préambule, en termes d'une convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle en date du
18 décembre 2014 et de ses avenants, la communauté de communes de Cattenom et environ la commune de Rodemack et le PFL ont défini leur engagement respectif en vue de l'acquisition de plusieurs biens situés en centre-bourg afin d'y implanter des activités en relation avec la fréquentation touristique et le développement d'une offre de services aux habitants, vente de produits locaux, souvenirs, artisanat, restauration, etc. Le PFL s'est rendu acquéreur d'une maison à usage d'habitation située au 65 rue du Général Zimmer à Rodemack par acte d'acquisition en date du 30 décembre 2015. Dans le cadre de sa prospection pour l'aménagement de ce bien, la commune de Rodemack souhaite disposer d'ores et déjà de ce bien pour réaliser à ses frais les travaux de réhabilitation. Voilà, donc on commence le dossier là-dessus par le choix de l'architecte. L'architecte va se mettre au travail au cours de l'année 2019. À cet effet, le PFL transfère la jouissance de ce bien bâti à la commune de Rodemack dans l'attente de la cession effective. Donc, article 1er objet, par les présentes, le PFL met à disposition de la commune à titre gratuit qui accepte expressément les biens ci-dessus, ci-après désignés à l'article 2. Donc, c'est la 65 place de la Fontaine, section 2, numéro 197, 4A, 66. Donc, ça, c'est la désignation du bien. La présente convention de mise à disposition prend effet au 1er janvier 2019 jusqu'à la date de rachat du bien par la commune de Rodemack, tel que stipulé dans la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle signée par la communauté de communes de Cattenom et environ et la commune de Rodemack le 18 décembre 2014. Donc par ce biais, la commune de Rodemack pourra occuper ou mettre à disposition le bien de la présente convention, pourra procéder à la mise à disposition de ces mêmes biens à titre gratuit ou à titre onéreux, notamment par le biais d'une convention précaire. La commune de Rodemack percevra la totalité des redevances ou indemnités demandées aux occupants du bien et leur fixera librement le montant. Et bien sûr, la commune doit, de ce fait, assurer le bien. Entretien, réparation, après c'est toutes les assurances, les impôts, en cas de sinistre, etc., etc., etc. Le point essentiel, c'est ça. Le PFL met à disposition de la commune à titre gratuit le bien et on peut le louer à qui on veut jusqu'à la date d'acquisition du bien lorsqu'on sera prêt à démarrer les travaux d'aménagement. Pour nous, je pense que c'est une bonne opération, ce qui nous permet... C'est prévu pour quand l'acquisition définitive 2020, pas 2020. Normalement, c'est 5 ans, si on est prêt à démarrer les travaux, sinon il faut demander une dérogation pour aller au-delà. Donc la délibération que moi je vous propose, la convention de mise à disposition d'un bien immobilier, le conseil municipal sous proposition du maire après en avoir délibéré, accepte les termes de la convention de mise à disposition gratuite du bien immobilier, à savoir une maison d'habitation située au 65 rue du Général Zimmer, dans le cadre du développement commercial et touristique de la commune, bâtiment dont le PFL s'est rendu acquéreur par acte d'acquisition date du 30 décembre 2015. Autorise le maire à signer la convention de mise à disposition d'un bien immobilier avec le PFL. Elle prend effet au 1er janvier 2019 jusqu'à la date du rachat du bien par la commune, tel que stipulé dans la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle signée le 18 décembre 2014. Donc ce qui oblige également, vous voulez intervenir? Bah non, ils ont terminé, je vous pose une question après. Donc ensuite, ça nous permet également de renouveler les baux qui existent. Les baux, un bail de baux. Donc avec la brasserie artisanale et avec M. Cressancourt. Donc convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux. Donc je me suis appuyé sur la convention qu'avait signée le PFL avec les mêmes locataires. Vu la convention de mise à disposition gratuite du bien immobilier, à savoir une maison d'habitation située au 65 rue Général Zimmer par le PFL au profit de la commune de Rodemack à compter du 1er janvier 2019, le conseil municipal, sous proposition du maire après en avoir délibéré, décide de mettre à disposition de la SARL brasserie artisanale de Rodemack, représentée par son gérant, M. Nicolas Bouchy, 2 garages, 140 mètres carrés et une courette à l'arrière du bâtiment,
à l'intérieur du bien concerné destiné à l'activité du preneur, stockage de matériel et matériaux divers, brassage, etc. Autorise le maire à signer avec M. Bouchy-Nicolas une convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux à compter du 1er janvier 2019 pour 1 an renouvelable avec un maximum de 3 ans. Le loyer mensuel s'établit à 200 € avec une augmentation de 2% par an. C'est exactement le même bail qu'ils avaient avec le PFL. Et le deuxième, convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux. Vu la convention de mise à disposition du bien immobilier, à savoir une maison d'habitation située au 65 rue Jean Zimmer par le PFL au profit de la commune de Rodemack à compter du 1er janvier 2019, le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, décide de mettre à disposition de M. Olivier Fressancourt une pièce d'environ 30 mètres carrés à l'intérieur du bien concerné destinée à l'activité du preneur, travaux divers, sculptures sur bois. Autorise le maire à signer avec M. Olivier Fressancourt une convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux à compter du 1er janvier 2019. Pour 1 an renouvelable, avec un maximum de 3 ans, le loyer mensuel s'établit à 50 € mensuels, avec une augmentation de 2% par an. En tout état de cause, M. Olivier Fressancourt devra quitter les lieux au plus tard au démarrage des travaux d'aménagement. Puisque vous savez, d'une part, qu'il ne pourra pas rester dans les locaux lorsque les travaux démarreront, à l'inverse de la brasserie artisanale qui a demandé à ce que les travaux se fassent par tranche et qu'il puisse rester dans les lieux en fonction de l'avancement des travaux. Déménager à un moment donné dans une autre partie, de revenir ensuite dans les locaux aménagés. Voilà. Donc Olivier Fressancourt, et on le verra dans le point suivant, lui ne souhaite de toute façon, il ne souhaite pas rester dans ce bâtiment à terme, puisqu'il a un projet avec une autre personne dans la branche live. On verra tout à l'heure. Donc je rappelle une première délibération pour m'autoriser à signer la convention de mise à disposition d'un bien immobilier avec le PFL, à côté du 1er janvier 2009, jusqu'à la date du rachat du bien par la commune, tel que stipulé dans la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle signée le 18 décembre 2014. Donc la convention disait qu'il fallait acheter le bien dans les 5 ans, si, en tout état de cause, avant le démarrage des travaux, et sinon, on pouvait, si on n'était pas prêt à démarrer les travaux, parce que pour différentes raisons, parce qu'on n'a pas les moyens financiers, parce qu'on n'a pas les subventions, je ne sais pas quoi, à ce moment-là, ce délai peut être reporté à notre demande. Voilà. Des questions, j'ai quelques questions. Juste par rapport à la rédaction de votre arrêté, là, ça sera une convention d'occupation précaire. Oui. Et les textes prévoient que ce dernier est plutôt désigné par le terme d'occupant, donc la personne qui va l'occuper, à ce titre, il ne paye pas de loyer, parce que vous parlez de loyer, mais une redevance. C'est une redevance. Donc le terme loyer, il est à proscrire dans ce type de rédaction. Donc vous vérifierez, mais bon, je me suis un peu documenté. Mais ça, c'est juste une remarque que je fais. Moi, je voudrais revenir un peu et puis comprendre un peu le cheminement de ce bâtiment. Il me semble même, là on parle toujours de la maison Stark, vous nous aviez pas avisé dernièrement qu'on allait nommer ce projet différemment. Oui, Vous aviez donné un autre nom, j'étais un peu surpris d'en voir, mais enfin bon. C'était pour le budget, j'avais donné un autre nom, mais oui, pour l'instant on n'a pas trouvé de nom. Si vous êtes... non, vous me trouvez un nom, on serait bien j'essaie heureux. de me souvenir, j'avais pas envie d'en voir tous les vidéos et relire tous les comptes rendus, mais il me semble que vous aviez donné un nom, et puis c'était pas plus bête de continuer à l'appeler la maison Stark, le nom était un peu plus... voilà. Moi, je voudrais juste revenir sur le fait que moi, aujourd'hui, par rapport à l'information que j'ai, je suis resté aux réunions qu'on a faites sur ce bâtiment. Donc, bon, à l'époque, l'acquisition, enfin, la réservation auprès de l'EPFL. Ensuite, on avait eu une réunion de travail en exprimant tous un peu ce qu'on voulait le devenir de ce futur bâtiment. Vous nous avez annoncé des chiffres qui faisaient un peu peur à l'époque, parce que de mémoire, il me semble que c'était 3,2 millions, le projet global. Dans ce projet global, il y avait des choses qui ressortaient directement et qui par rapport à ce bâtiment, et dans le projet qui était présenté, qui mettait le fameux bâtiment là, qui menaçait de ruine, puisque vous l'avez fait abattre le 14 juillet, ce bâtiment était le seul bâtiment qui pouvait à terme héberger 1 ou 2 garages par rapport au projet global. Alors,
moi, il y a quelques mois, avec quelques-uns des occupants, en les rencontrant et en discutant avec eux, je me suis aperçu qu'ils avaient tous des projets, des plans, que vous aviez tenu des réunions, qu'il y avait déjà des projets qui étaient ficelés, qu'ils avaient des lots attribués, des programmes, enfin rédigés par la SODEVAM, des programmes de reclassement, de déplacement, de machin. Alors je me suis dit, tiens, j'ai dû rater une paire de conseils. Ou alors j'ai dû dormir, mais moi ces documents, on ne me les a jamais remis, on n'en a même jamais parlé. Je suis quand même étonné qu'en tant qu'élu, je n'ai même pas accès à cette information. C'est les occupants aujourd'hui, que vous les consultiez, que vous les voyez, mais qui soient déjà amenés, eux, à se prononcer sur les locaux qu'ils vont prochainement occuper, alors que pour moi, on était encore en phase de réflexion et que ce projet, on allait le mûrir tous ensemble pour voir le devenir de ce bâtiment. Non pas que je sois opposé à ce que les gens qui soient aujourd'hui dedans l'occupent, c'est pas ça mon problème, c'est juste avoir une information et avoir surtout une vision globale. Parce que pour avoir visité ce bâtiment avec vous, comme on l'avait demandé au départ, il n'y a pas besoin d'être architecte pour comprendre qu'il n'y a que les 4 murs qui vont rester et que tout le reste va être abattu. Donc je vois mal, quel que soit l'architecte, un projet comme ça démarrer sans devoir avoir réfléchi à l'ensemble complet du devenir de ce bâtiment. Et je m'étonne alors que les gens, j'ai même entendu dire que déjà, le bâtiment que vous avez détruit le 14 juillet, c'était une extension du multiservice. Je n'ai rien contre, je me pose juste la question, pourquoi je n'étais resté à des garages. Mais qui a décidé? Qu'est-ce qui a été fait? En tout cas, moi je ne sais pas si mes collègues autour de la table ont statué, moi en tout cas on ne m'en a jamais parlé. Donc j'aimerais savoir clairement où on en est. Vous avez mandaté la SODEVAM, elle a fait une étude, et puis je découvre ce soir qu'au prochain conseil municipal, dans même pas 20 jours, attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Donc apparemment tout est sur les rails, tout va se faire, on est juste au courant de rien. Alors moi je sais... Toutes les questions que vous posez sont dans les délibérations, j'ai plus la date en tête, il y a environ un an, où on avait décidé donc de passer par un appel d'offres d'architectes, tout figure dans la délibération. Suite à cette délibération, on a signé la convention de maîtrise d'ouvrage avec la SODEVAM, et la SODEVAM a réuni un certain nombre de personnes ici dans cette salle pour faire le cahier des charges. Parce que pour qu'un architecte puisse soumissionner un appel d'offres de maîtrise d'œuvre, il lui faut un minimum de matière. Il ne peut pas soumissionner, il ne peut pas dire ce bâtiment-là, voilà, etc. L'architecte, lui, ne commence son travail qu'à partir du moment où il est choisi. On ne peut pas demander aux architectes lors de l'appel d'offres, par exemple, il y en a 11 qui ont répondu sur Roadmap, on ne peut pas leur demander de... Oui, mais on n'avait rien finalisé. Hein, mais il n'y a toujours rien de finalisé. C'est un cahier des charges qui a été établi avec ceux qui étaient volontaires, qui avaient posé, entre guillemets, leur candidature pour rester ou pour intégrer ce bâtiment. Donc la SODEVAM, elle a monté un cahier des charges de quelques pages qui a été remis aux architectes pour qu'ils puissent soumissionner. Voilà. Et donc, au vu de ce cahier des charges, a été remis à tous les architectes, tous les archis, les mandataires, pour faire leur offre. Sinon, ils n'ont aucune base pour faire leur offre, mais tout ça, ça figurait dans la délibération. Non, mais vous ne pensez pas que le document qui a été remis, les plans, les machins, on serait peut-être intéressé de les connaître? Oui, non, mais oui, oui, on aurait pu les connaître, mais ça apporte quoi? Le travail va commencer seulement maintenant, à partir du moment où l'architecte va être désigné dans le prochain conseil municipal, le travail va commencer maintenant avec tous les acteurs, et nous y compris. Jusque-là, c'était, si ça se trouve, ce qui a été le cahier des charges qui a été monté, au final, l'architecte, il va complètement changer le... Si ce n'est que, ça, c'est ce que vous me dites maintenant, mais quand on parle un peu avec les gens, ils vous racontent que le bâtiment derrière, la brasserie va être transférée dans le bâtiment derrière, qui sera d'abord rénové. Ça, c'est les demandes, ce sont les demandes des occupants actuels. Voilà.
Ce sont les demandes. Oui, mais La enfin, SODEVAM a recensé les demandes, mais il n'y a aucune décision qui a été prise, il n'y a aucune discussion qui a été mandatée avec qui que ce soit. C'est une demande de ceux qui occupent actuellement les locaux. et donc Voilà. les élus seront associés, Ah comme, ben, évidemment. ou alors on validera juste un budget, et puis vous Ben, mettez les évidemment, choses, oui, évidemment que les élus seront Parce que associés. là, on attribue déjà le marché, mais bon, on n'a rien Non, dit non, sur non, le- on a attribué hein. le marché de maîtrise d'œuvre. Oui, d'accord, de maîtrise d'œuvre. Mais quand je vois des plans, comme j'ai tourné, des gens qui me disent, moi j'ai déjà choisi, j'irai là, c'est déjà arrangé, j'ai vu le mien, c'est arrangé, donc vous me permettrez quand même de me poser quelques questions. Oui, mais ça, les gens ils racontent ce qu'ils veulent. Hein. Oui, mais bon, en tant qu'élu, si on avait un minimum d'informations, je ne vous poserais pas ces questions. Ah, moi, les informations, vous les avez. Hein. Toutes les informations que moi je vais, vous les avez. Hein. Moi, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Je sais juste que on a pris une délibération qui autorisait à aller jusqu'au choix du maître d'œuvre. Voilà. Donc à partir de là, la SODEVAM a fait son travail, puisqu'elle était mandatée pour le faire. Elle a invité ici en mairie, séparément ou ensemble, plusieurs acteurs de ceux qui sont actuellement dans le bâtiment et qui souhaitent y rester. Voilà. Et en fonction de ça, elle a fait un cahier des charges pour que les architectes puissent soumissionner et donner un prix. Sinon, ils donnent un prix sur quoi? Voilà. Donc ça, la commission d'appel d'offres a fait son travail. Elle a reçu les architectes ici en audition. On attendait le retour par écrit de tout ce qu'ils nous ont dit ici, et puis une nouvelle offre de prix qui permettait ensuite de départager les différents cabinets. Et donc au prochain conseil municipal, on va valider le travail de la commission d'appel d'offres. Il y aura un cabinet d'architectes qui sera choisi, et à partir de là, le travail commence. Les choses doivent se faire dans l'ordre. Tenez-en compte à l'avenir, moi j'aimerais bien qu'on apprenne quand même des choses ici et qu'on ne les découvre pas. C'est comme la grange Laïque, vous allez bientôt nous annoncer que le futur de la personne intéressée, c'est M. Bénéda, parce qu'on l'entend oui. déjà, Et alors, que vous allez lui refaire un loyer, mais s'ils refont le toit à leurs frais, on déduira ça. C'est quand même malheureux en tant qu'élu d'apprendre ça dans le vous allez village. l'apprendre ce soir. Je ne peux Non, même pas vous le dire avant que je le Mais le sache problème, moi-même. mais le problème, ça fait. Non, vous me rejetez pas comme ça de la main. Moi, je me rejette comme je veux. Oui, bien sûr. Enfin, vous tenez compte de nos remarques quand même, s'il vous plaît. Hein. Parce que vous n'êtes pas le maître à contester, monsieur le maire, d'accord? Donc quand vous faites vos choix et que vous attribuez Allez, tout, hein, non, pas. Avant de venir au conseil voyez- municipal, il faut bien que je voie les gens pour en discuter. Je ne peux pas venir au conseil Mais municipal ça sans fait faire... 3 semaines que tout le monde sait déjà que vous avez attribué, que c'est déjà fait. Et alors, où est le problème? Ah, bah oui, Il y a un bien problème? sûr. Ça vous Parce que dérange? Vous êtes déjà engagé. Ça vous dérange? Mais oui, mais on sait à moi, quoi. ça ne me dérange pas. Ah bah oui, il n'y a rien qui vous dérange, vous. Non, il n'y a rien qui me dérange. Non. Moi, je fais avancer la commune. Ah ça, oui. Et puis l'endettement, ça, on peut vous faire confiance. Eh ben, vous On allez en voir les parlera. chiffres de l'endettement. Oui. Vous allez voir les chiffres de l'endettement, comme ils sont bons. Mm. Voilà, puisque vous en parlez, M. Sturm, je vais vous dire ce qu'il en est pour la maison Stadt, la maison de la Grange Laïque. Voilà. Alors, vous voulez tout savoir, mais vous votez contre quand c'est le moment de voter. Ah vous bon avez voté contre l'acquisition de la Grange Laïque. Oui, bien sûr. Alors, c'est trop Parce que facile. vous endettez trop la commune, c'est tout. Oui, Uniquement pour ça. d'accord. On est d'accord. Alors, idem pour la Grange Laïque, donc qui est propriétaire de l'EPFL depuis le mois de septembre, le 27 septembre exactement. De la même manière, elle nous met ce bien à disposition gratuitement. Ça devrait vous plaire, ça. Gratuitement. Non mais parlez à tout le monde, monsieur le maire, parce que sinon moi je vais vous prendre à partie aussi systématiquement, si ça vous fait rire. Vous l'avez fait Allez, souvent. Oui, bien sûr. Vous l'avez fait souvent, Oui, hein, ça oui. suffit maintenant. Oui, oui. Vos manières, on les connaît. Hein. Bien sûr. On les connaît, vos manières. Hein. Allez, œuvrez, monsieur le maire. Oui, on le voit très bien, c'est ça qui vous gêne. Oui, oh, Voilà. un grand gestionnaire, vous restez dans les annales. Allez-y, correctement. Vous ne resterez pas, par contre. Ça, je peux Oui. vous le dire. Oui, Vous n'avez bien rien fait pour la commune. Oui, bien sûr, monsieur le maire, bien sûr. Et vous n'êtes pas prêt de faire quelque chose. Allez, on continue. Donc, le PFL, au même titre que la Maison Stadt, nous propose donc la mise à disposition gratuite de la Grange Laïque. La même chose au terme des conventions de veille active, etc., etc. Le PFL s'est rendu acquéreur du bien dénommé bâtiment anciennement à usage de grange situé place des Baillis à Rodemack par acte d'acquisition en date du 27 septembre 2018.
dans le cadre de sa prospection pour l'aménagement de ce bien, la commune de Rodemack serait disposée d'ores et déjà de ce bâtiment pour réaliser, etc., etc. À cet effet, le PFL transfère la jouissance de ce bien bâti à la commune de Rodemack dans l'attente de la cession effective. Donc, mise à disposition gratuite. La présente convention de mise à disposition prend effet rétroactivement à compter du 1er décembre 2018. Je vous signale quand même que le document, j'ai reçu de l'EPFL le 27 décembre. C'est pas il y a 6 mois ou 1 an. Alors, ils avaient envoyé des copies avant, parce que moi, je l'ai vu il y a 2 mois et demi. Donc, enfin, bref. Je les ai reçus en mairie le 31 décembre, exactement. Alors, ne commencez pas à raconter n'importe quoi. Je sais encore ce que je fais, et je le fais correctement. Pour le cas, j'essaye. Alors, le 31 décembre, c'était pas il y a 3 mois. Alors, convention de mise à disposition d'un bien immobilier, le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, accepte les termes de la convention de mise à disposition gratuite du bien immobilier, à savoir le bâtiment anciennement à usage de grange, 6 places des baillis, dans le cadre du développement commercial et touristique de la commune, bâtiment dont le PFL s'est rendu acquéreur par acte d'acquisition en date du 27 septembre 2018. Autorise le maire à signer la convention de mise à disposition d'un bien immobilier avec le PFL. Elle prend effet au 1er décembre 2018 jusqu'à la date du rachat du bien par la commune, tel que stipulé dans la convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle, signée le 18 décembre 2014. Aussi sur 5 ans. 5 ans, 10 ans, à partir de la date d'acquisition. Alors, convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux. Vu la convention de mise à disposition gratuite du bien immobilier, à savoir le bâtiment anciennement à usage de grand 6 places des baillis, par le PFL au profit de la commune à compter du 1er décembre 2018, le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, décide de mettre à disposition de la société Bail G Création, représentée par son gérant, M. Georges Bénédat, la totalité du bien concerné destiné à l'activité du preneur, exposition de meubles anciens, brocantes, etc. M. Georges Bénédat réalisera à ses frais tous les travaux intérieurs et réparations toiture nécessaires à son exploitation. La commune de Rodemack procédera au raccordement extérieur pour l'alimentation électrique de la construction. Actuellement, il y a l'eau, mais il n'y a pas l'électricité. Autorise le maire à signer avec M. Georges Bénédat une convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux à compter du 1er février 2019 pour 1 an renouvelable avec un maximum de 3 ans. Le loyer mensuel, enfin, la redevance mensuelle s'établit à 200 € avec une augmentation de 2% par an. Cette convention pourra être renouvelée au terme des 3 ans, mais ne pourra excéder la date d'acquisition par la commune. Voilà ce qui a été discuté le 31 décembre avec M. Bénédat et avec M. Fressancourt qui souhaite s'associer à M. Bénédat et donc quitter la maison Star pour s'établir dans la grange laïque. Voilà, vous savez tout. Normalement, les travaux de toiture, c'est le propriétaire qui doit les faire. Oui, mais on s'est arrangé comme ça. C'est pas légal. Ben, tant pis. En tout cas, ça arrange le budget de la commune. Réparation de la toiture, ça veut dire réparer 2-3 trous qui existent actuellement. Hein, c'est pas une Ouais, mais réparation. ils ont pas monté sur le toit. Oui, lui, il peut monter sur le toit, je pense pas. bien, C'est une installation de toit, ça c'est... On ne peut pas... J'ai toujours essayé, lorsqu'on mettait ces choses en œuvre, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. La brasserie artisanale, M. Fressancourt, ils ont intégré la maison Star. Elle n'était pas en meilleur état, la commune n'a pas investi, on n'a pas mis un centime dedans. Là, en l'occurrence, il faut faire un branchement électrique, puisqu'il n'y a pas d'électricité, donc ça c'est la commune qui le fait, puisque le bâtiment lui appartient. Ouais, il faut que ce soit en conformité surtout. Ah ben oui. Parce qu'il y a des commodités quand même. Ah ben, de toute façon, je ne pense pas que l'EDF leur mettra le courant si l'installation n'est pas conforme. Je ne pense pas.
viennent vérifier la conformité. Enfin, si, Si, si. pas trop. Au dernier, ils veulent mettre les Là, c'est cibles. la création, hein, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi. Ouais. Vous faites un renfort de ligne. Hein. Non, mais théoriquement, oui, sur les textes. Voilà. Sur les textes. Non, en réalité, ils ne font pas. C'est une plus vérifié. En tous les cas, il n'y a pas 36 solutions. Le bâtiment, soit on le laisse comme ça en l'état vide à se détériorer, soit on accepte la proposition de quelqu'un qui veut faire une activité sur Rodemack dans un domaine intéressant, la fabrique de meubles, etc. etc. Et c'est un bâtiment qui est occupé en attendant que la commune ait les moyens et le projet pour réaliser quelque chose dans cette ordre. Voilà. Donc, moi, je suis saisi d'une demande. Mon rôle, c'est de vous proposer des dispositions qui permettent à chacun de s'y retrouver. Et la personne qui veut créer une activité et la commune. C'est toujours comme ça que j'ai agi. Je continuerai à agir comme ça tant que je serai élu. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui s'oppose à ce que ces occupants viennent dans les bâtiments. Hein. Moi, je vous ai uniquement parlé du fait de ne pas être avisé, et lorsque vous revenez sur les dates de décembre, vous êtes en train d'évoquer la maison live, oui, mais vous avez convenu, moi je parlais de la mise en start, les plans de la mise en start, en ne confondant pas tout. Moi, Vous aujourd'hui, avez parlé de M. Beneda. oui, je vous ai dit, je suis aussi surpris d'apprendre que vous allez nous proposer et tout, alors que je le sais déjà depuis 3 semaines, parce que ça fait le tour du village, parce que vous en avez déjà parlé à plein de monde, et que les gens le savent. Non. Ah bah écoutez, moi il y a 3 personnes qui sont venues me le répéter. Moi, je Donc, dois parler causes intéressées. oui, bien sûr, bah alors, moi, M. Beneda, je ne parle pas, M. Fressancourt m'a rien dit, donc bizarrement, c'est 3 autres personnes. Peu importe. Mais jusqu'à peu preuve on du parle, contraire, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas opposé aux gens qui créent des activités. La brasserie, on fonctionne avec eux. De quoi? De quoi? On fait fonctionner, on vend de la bière des brasseries, on travaille avec eux. Je ne vous permets pas, M. Fressancourt a un ami, je ne vois pas pourquoi vous allez faire courir des bruits en faisant non, quoi. Il n'y a pas de problème avec les occupants de ces bâtiments. Il y a juste le fait que vous gérez ça, J'ai pas le temps de... anonymement de votre côté, dans votre bâtiment, sans Ce n'est pas tenir vrai. au courant les élus qui ont droit à l'information. Ce n'est pas vrai, mes adjoints. Ah, sont- oui, Ils sont élus adjoints. là, ils sont élus adjoints, d'accord. Mais le conseil municipal doit délibérer, Eh ben donc il voilà. a droit à un minimum C'est fait. d'informations. C'est fait. Oui, quand les plans sont déjà sortis, il y a 3 mois avant. C'est ça ce que je vous reproche. Et nullement le fait de mettre des occupants dans ces bâtiments. Oh, grosse remarque intelligente, ça. Oui, bien sûr. Au moins autant que la vôtre. hein. Oui, bien entendu. Allez, continuez. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Allez. À l'unanimité? Merci. Alors, donc le point suivant, présentation des comptes 2018 provisoires. Provisoires pour la bonne et simple raison que ce sont les comptes de la commune qui doivent être maintenant comparés aux comptes du percepteur pour arriver à ce qu'ils soient conformes. Alors, en ce qui concerne le compte de la commune, en fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 631 451,83. 631 451,83. Les recettes à 806 188,36. 806 188,36. Donc un excédent de fonctionnement de 174 736,53. 174 736,53. En ce qui concerne l'investissement, les dépenses s'élèvent à 390 387,40. Les recettes à 320 004,46. Donc un déficit de 70 382,94. 70 382,94. Par rapport à 2017, les dépenses de
de fonctionnement ont diminué de 1 484,96 €, puisqu'on était à 632 936,79. On est à 631 451,83. Donc 1 500 € de moins. Les recettes sont passées de 705 126,79 à 806 188,36, donc plus 101 000 €, 61,57, dont les 100 000 de la Sodebam. Donc les comparaisons, je vous les donnerai lors du vote du compte administratif. Sachez simplement que la DGF, la dotation de l'État, a encore diminué en 2018, comme les années précédentes, de 3 785 €. Cette diminution a été compensée par l'augmentation des impôts locaux pour 3 501 €. Et les locations, gîtes, loyers et autres, dont les loyers des magasins, multiservices et boulangeries, pour 6 124 €. Donc là, je voudrais remercier Sandrine, parce qu'au niveau des gîtes, il y a du travail qui a été fait pour obtenir 6 000 € de plus sur une année. C'est pas mal. Alors, en ce qui concerne les emprunts, M. Sturm, puisque vous en parlez, je l'avais noté. En fonctionnement, l'emprunt, les intérêts des emprunts ont diminué de 1 007,17 €, puisqu'on est passé de 35 821,45 à 34 814,28. Et en investissement, le remboursement capital est passé de 86 256,15 à 81 593,84, donc une diminution de 4 662,31 €. Voilà. Donc c'est les quelques chiffres que je souhaitais vous donner ce soir. Les autres, les chiffres complémentaires, vous seront donnés lors du vote du compte administratif. Est-ce qu'il y a une question à poser sur ces chiffres? Non? Alors les reports d'investissement, je rappelle que ce sont des reports qu'on réalise pour payer les factures entre le 1er janvier et le vote du budget primitif, donc le premier trimestre. Donc on dépense la deuxième tranche des boiseries de la chapelle de Zemin pour 23 612 €, la révision du PLU pour 15 140 €, l'acquisition des vidéoprojecteurs pour 18 000 € et la sécurisation du portail de l'école primaire pour 3 000 €. Les travaux étaient faits en fin d'année, mais la facture est arrivée trop tard pour qu'on la paye sur 2018, donc il va falloir la payer dans les prochains jours. Et 25 000 € pour ce que j'avais nommé au budget, le pôle commercial et touristique. Puisqu'on avait inscrit 50 000 € qu'on a versé à la Sodebam en 2018, et on reporte les 25 000 € restants. Donc total 84 752 €. En recettes, deux subventions qui concernent les boiseries de la chapelle de Zemin, de l'État pour 9 084 € et de la communauté de communes pour 7 084, 19 511 € de la communauté de communes pour la révision du PLU, 3 916 € pour l'acquisition des vidéoprojecteurs pour la DETR et 1 338 € pour la sécurisation du portail de l'école, également de la DETR. Donc une recette de 40 933 €. 84 752 en dépenses, 40 933 en recettes pour les reports. La différence vient de l'excédent de fonctionnement. Question? Alors, et le dernier point, sur lequel on avait déjà délibéré, alors on avait délibéré sur un projet aussi bien à mi-terre qu'à mi-sur pour Folbach.
Donc l'aménagement qualitatif de la rue des Jardins, la rue principale et la rue de la Vieille Forge, plus une aire de jeu. Or, le président du département m'a fait savoir, pour l'un comme pour l'autre, que après instruction par les services départementaux, ce dossier s'avère irrecevable en l'état. En effet, il concerne plusieurs sites distincts qui doivent, le cas échéant, faire l'objet d'autant de demandes. Le règlement AMITER autorisant le dépôt de 3 dossiers maximum par commune sur la période 2015-2020, je vous retourne par conséquent votre sollicitation afin que vous puissiez déterminer sur quels investissements vous souhaitez déposer une ou plusieurs demandes de subvention. En clair, il considère que comme le projet est sur 3 sites distincts, même à l'intérieur de Folbach, il considère qu'il faudrait faire 3 dossiers différents. Or, si on fait 3 dossiers différents, on n'a que 3 dossiers sur la durée du mandat. L'un était pour Aisin, il est déjà subventionné, donc il ne reste plus que 2. Si on fait 2 sur Folbach, il ne reste plus de dossiers disponibles pour la maison Star. Voilà. En clair, ça veut dire ça. Donc j'ai eu beau m'adresser à la conseillère départementale, j'ai eu beau m'adresser au président du département, rien n'y a fait. Il me répond: j'ai bien noté l'importance de ce projet pour votre commune, mais suis au regret de vous confirmer les termes de mon précédent courrier, à savoir que ce dossier s'avère irrecevable à l'État, car il concerne plusieurs sites distincts qui doivent, le cas échéant, faire l'objet d'autant de demandes. Donc j'ai demandé au service de la communauté de reprendre ce dossier, de le limiter à la partie de Folbach qui est 2 rues connexes, puisque le troisième c'était la rue de la Vieille Forge et l'aire de jeu. Donc j'ai demandé au service technique de la communauté de supprimer la rue de la Vieille Forge et l'aire de jeu pour que ce soit un dossier, en espérant qu'il soit accepté en l'état. Là, ça se touche. Donc il faut reprendre la même délibération. Et pour AMITER, donc le projet est ramené à 216 990,22 hors taxe. Pour le reste, ça ne change pas. Travaux d'amélioration de l'environnement et du cadre de vie comprenant la réalisation d'aménagements de sécurité à Folbach, rue des Jardins et rue principale. Vu le projet établi par la cellule technique de la communauté de communes, de 4 noms et environ, relatif à des travaux d'amélioration de l'environnement et du cadre de vie comprenant des aménagements de sécurité sur voirie, entendu l'exposé du maire sur la nécessité de réaliser ces travaux d'amélioration, stationnement de courte durée, accessibilité de personnes à mobilité réduite, permettant le maintien des habitants à Folbach, quartier annexe de Rodemack, après en avoir délibéré, décide d'accepter le projet d'un montant de 216 990,22 hors taxe, décide de confier la maîtrise d'ouvrage déléguée à la communauté de communes de 4 noms et environ, sollicite auprès du département de la Moselle une subvention au titre de l'aide mosellane à l'investissement des territoires AMITER pour un montant de 65 097 €, à savoir 30%, décide de réaliser ces travaux, d'inscrire cette dépense au budget primitif 2019. Ça, j'ai rajouté. S'engage à maintenir les ouvrages créés dans le domaine privé de la commune pour une durée minimale de 10 ans. Donc, c'est ce qu'il demande. Accepte le plan de financement suivant. Coût du projet 216 990,22. AMITER 65 097. AMISUR 30 000. Fonds libres communaux 121 893,22. Décide de charger le maire de régler cette affaire. L'autorise à signer toute pièce rapportant la présente décision. Et la délibération pour AMISUR est la même. Sauf que on demande donc 65 097 € à AMITER, 30 000 € à MISUR et les fonds libres 121 902,20. 216 990,22, 990,22, 121 893,22. Donc le conseil municipal approuve l'exposé du maire démontrant la nécessité de réaliser des aménagements de sécurité par la réalisation de trottoirs pour la sécurisation des piétons et des écoliers. Ces ouvrages respecteront les règles en vigueur pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Adopte le projet d'aménagement de sécurité rue des Jardins principale, supprimer Vieille Forge, décide de réaliser le projet pour un montant de 216 990,22, fixe le plan de financement comme suit, coût du projet 216 990,22, 65 097 d'AMITER,
Amis sûrs, 30 000. Fonds libres communaux, 121 893, 22, hors taxe. Voilà, donc on va refaire le dossier, les deux dossiers de demande de subvention, puisqu'il n'a pas été accepté en l'état, pour nous permettre d'avancer sur ces deux dossiers. Je vois le petit plan que vous avez. Alors, le petit plan, je ne vais pas mélanger. Voilà. Donc c'est la rue principale qui va du pont, entre les deux ponts, et la rue des Jardins. La rue principale. Là, c'était le deuxième. Ça veut dire qu'on laisse tomber l'aménagement, les deux autres aménagements. Oui. Pas le choix. On n'a pas le choix. On va trouver une autre. Oui, on va aller faire tous les fonds communaux, si on les fait. Non, non, On va voir comment on arrive à financer ça. Peut-être sur la prochaine qui va remplacer Hermitaire. Je sais pas, je pense que ça ne sera pas reconduit. Voilà. Tout le monde est d'accord? Merci. Moi j'en ai terminé. Si vous voulez signer le